Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kate Webster, qui est une affaire un petit peu plus connue aussi sous le nom du mystère de Barnes. Vous allez vous en rendre compte, en ce moment je suis un petit peu dans une thématique féminine et j'ai décidé d'aborder plusieurs histoires de crimes qui ont été commis par des femmes. Je vais aussi profiter de cette introduction pour passer une petite annonce pour vous avertir que dans les prochaines semaines, vous allez certainement avoir un petit peu moins de vidéos de ma part. Je vais quand même essayer de continuer à vous en publier à peu près une par semaine, mais je suis même pas certaine d'y arriver parce que en fait, je ne pars pas du tout en vacances, c'est pas du tout ça, mais je vais travailler sur un gros projet qui va me prendre énormément de temps et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, j'ai vraiment pas le droit, mais je pense que vous en saurez plus dans quelques mois. Et honnêtement, je suis méga excitée et je pense que quand vous saurez ce que c'est, vous allez être super content et ça vous fera vraiment plaisir. Donc je compte vraiment sur vous pour être un petit peu indulgent avec le fait que je ne pourrai vraiment pas publier beaucoup de vidéos pendant à peu près 3 semaines environ. Ceci étant dit, on peut maintenant commencer la vidéo du jour et j'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vos lumières sont éteintes et si vous êtes prêts, c'est parti. Kate Webster est née Kate Lawler en 1849 dans le tout petit village de Killann, près de la ville d'Enniscorthy en Irlande. Elle est décrite comme une femme grande d'environ 1,65 m avec une carrure solide, le teint jaunâtre, beaucoup de taches de rousseur et des dents proéminentes. Retenez bien cette description parce qu'elle a son importance et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Malheureusement, on en sait vraiment très peu sur la vie de Kate Webster, sur comment elle a grandi et tout son passé. En fait, c'est extrêmement trouble. Elle a rapporté seulement quelques éléments. Elle dit d'abord qu'elle a été mariée à un marin qui était un capitaine nommé Webster, avec lequel elle aurait eu 4 enfants, et que ces 4 enfants seraient décédés ainsi que son époux. On sait qu'en décembre 1864, alors que Kate n'avait que 15 ans, elle a été emprisonnée pour vol à la prison de Wexford. Après ça, elle serait partie en Angleterre en 1867 où l'année suivante, elle se serait à nouveau fait condamner pour vol et emprisonnée à Liverpool. Quelque temps après sa sortie de prison en 1873, elle serait partie s'installer vers Hammersmith, qui est dans la banlieue de Londres, où elle serait devenue amie avec un de ses voisins qui s'appelait Henry Porter. Le 18 avril 1874, elle donne naissance à un fils nommé John Webster dont le père est inconnu. On ne sait pas qui était son père parce qu'elle a donné plusieurs noms d'hommes différents selon les versions. Donc je ne sais pas si elle-même savait qui était réellement le père de son fils. Et l'un de ses pères potentiels était un dénommé Strong qui a été un de ses complices lors de ses nombreux vols et qui elle va aussi accuser plus tard de ses méfaits. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment peu d'informations sur la vie de Kate Webster. Ce qui semble un petit peu se dégager de tout ça, c'est qu'elle avait l'air de déménager quand même de manière très régulière, toujours un petit peu dans la banlieue de Londres, et qu'elle utilisait très régulièrement plein de pseudonymes, puisqu'elle se faisait appeler par exemple Webbs, Gibbs, Gibson, Lawler ou encore Webster, et qu'elle se faisait également arrêter très régulièrement, donc elle faisait des sortes d'allers-retours en prison. Pendant ce temps-là, son fils était élevé par une des amies de Kate qui s'appelait Sarah Creese et qui travaillait en tant que femme de ménage chez Miss Lauder à Richmond. Au début de l'année 1879, cette fameuse Sarah Creese serait tombée malade et c'est Kate Webster qui l'a remplacée dans son travail de femme de ménage chez Miss Lauder et apparemment cette dernière a été assez satisfaite de son travail puisqu'elle a décidé de la recommander à une de ses amies et voisines qui s'appelait Julia Thomas. Je vais m'arrêter 5 minutes pour vous présenter un petit peu qui était Julia Thomas parce que je pense que ce sont des éléments qui sont vraiment très importants pour la suite de l'histoire. Madame Thomas était une femme d'environ 55 ans qui était une ancienne institutrice qui avait été veuve par 2 fois et qui vivait du coup toute seule au 2 Mayfield Cottage à Richmond qui se trouve donc dans la banlieue londonienne. Les gens la décrivaient comme une femme assez excentrique parce qu'elle voyageait souvent et ce qu'elle faisait c'est qu'elle avait tendance un petit peu à partir, à disparaître dans la nature sans donner de nouvelles, sans jamais prévenir les gens de où elle allait, ni de ce qu'elle faisait, ni même de quand elle rentrait.
Elle faisait partie de la classe moyenne plutôt basse, c'est-à-dire que c'était pas une femme vraiment fortunée, mais par contre elle aimait beaucoup donner l'impression qu'elle avait plus d'argent que ce qu'elle en avait, puisque elle aimait beaucoup s'habiller très bien, très classe, porter beaucoup de bijoux, et l'un de ses plus grands souhaits c'était vraiment d'avoir une domestique chez elle, parce que j'imagine qu'elle se représentait ça comme un peu la preuve ultime de quelqu'un de fortuné. Mais le problème avec Julia Thomas, c'est que c'était pas réellement une femme très sympathique, elle était plutôt du genre employeur vraiment tyrannique, et en plus, comme elle passait tout son temps à partir en vadrouille sans jamais prévenir personne, elle avait vraiment beaucoup de mal à se garder des employés. On comprend donc un petit peu mieux pourquoi quand Julia Thomas rencontre Kate Webster, elle va pas trop essayer de lui poser des questions sur son passé, elle a pas l'air de trop s'inquiéter du fait que sa future employée ait fait plein d'allers-retours en prison et elle l'engage directement. Au départ, Kate était absolument ravie de la situation, mais très vite, la relation entre les deux femmes va se dégrader puisque Madame Thomas critiquait tout le temps le travail de Kate et aussi elle était hyper énervée parce que Kate n'arrêtait pas de rentrer au travail complètement saoule parce qu'elle passait énormément de temps à l'extérieur dans les bars et elle en avait complètement marre de son alcoolisme. Kate Webster a raconté un peu plus tard, au début je la considérais comme une gentille vieille dame, mais ensuite je la trouvais très éprouvante et elle faisait beaucoup de choses pour m'ennuyer pendant mon travail. Quand j'avais fini mon travail dans les chambres, elle repassait derrière moi et m'indiquait les endroits où elle disait que ce n'était pas propre, faisant preuve d'un mauvais esprit envers moi. Au fil des jours, Kate Webster a commencé à nourrir de plus en plus de rancœur à l'encontre de sa patronne et de son côté, Julia Thomas, elle ne supportait plus non plus son employée. Elle avait vraiment tellement plus envie de passer du temps juste seule dans la maison avec elle qu'elle invitait tout le temps des gens et elle faisait absolument tout pour qu'ils restent à la maison le maximum de temps possible. Finalement, au bout d'1 mois à peu près, on en arrive au point où Julia Thomas décide de renvoyer Kate Webster, ce qu'elle va lui signaler en lui disant qu'elle a encore quelques semaines de préavis à faire. Et ce sera sa toute dernière entrée dans son journal intime. Aujourd'hui, j'ai donné son congé à Catherine. 2 jours plus tard, Kate Webster se présente chez son ancien ami et voisin Henry Porter, qu'elle n'avait pas vu depuis 6 ans. Elle porte une très belle robe en soie et elle se présente comme Madame Thomas. Elle dit que depuis toutes ces années, en fait, elle s'est mariée, qu'elle a eu un enfant et qu'elle a perdu son mari et maintenant elle vit dans une très belle maison qui est à Richmond qu'elle aurait héritée de sa grand-tante. Elle engage ensuite le fils de Henry qui s'appelle Robert Porter pour l'aider à porter une espèce de grosse caisse entre sa maison et la gare. Je suis vraiment désolée si jamais vous entendez du bruit, j'ai dû aller fermer les fenêtres, il y a un énorme orage qui est en train d'arriver. Mais alors que tous les deux se trouvent sur le pont de Richmond, Webster se débarrasse de la caisse en bois en la jetant dans la Tamise. Et vraisemblablement, elle donne une explication, somme toute, assez convaincante parce qu'elle n'éveille pas spécialement les soupçons de Robert. Mais le lendemain, la caisse est retrouvée par un livreur de charbon qui s'empresse d'aller la repêcher en la voyant flotter dans la rivière en se disant qu'à l'intérieur il va peut-être découvrir un quelconque trésor. Mais à l'ouverture de la boîte, à sa très grande horreur, l'homme va découvrir un torse de femme éviscéré et 2 jambes. La police est immédiatement avertie et elle va très rapidement faire le lien avec la découverte récente d'un pied près de Twickenham. Mais par chance pour Kate Webster, le médecin légiste qui va analyser les morceaux de corps va faire une erreur en les attribuant à une jeune femme aux cheveux très sombres. Bref, pour vous la faire courte, personne n'a réussi à déterminer à qui appartenaient ces morceaux de corps et ils vont être enterrés de manière anonyme au cimetière de Barnes. La presse soupçonna alors qu'il s'agissait d'un cadavre qui aurait été utilisé pour des dissections anatomiques. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les meurtres de Westport, mais je vous avais expliqué que c'était une pratique finalement assez courante pour l'époque, et va surnommer cette histoire le mystère de Barnes. Pendant ce temps, Kate Webster continue à vivre dans la maison de son ancienne patronne et elle va même jusqu'à porter ses anciens vêtements et se faire carrément passer pour elle auprès des personnes qui ne connaissaient pas la vraie Julia Thomas bien évidemment. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va engager un homme qui s'appelle John Church ainsi que ses employés pour vider la maison de tous ses meubles et du coup lui vendre pour la somme de 68 livres. Mais les voisins, même s'ils avaient l'habitude de voir Miss Thomas disparaître de temps en temps sans vraiment donner de nouvelles, ils trouvent quand même ça un petit peu bizarre et ils vont commencer à se rapprocher des déménageurs et leur demander mais qui est-ce qui vous a demandé de vider la maison et d'embarquer tous les meubles? Et les hommes qui sont les employés vont montrer Kate Webster en disant c'est Madame Thomas qui est là.
Et c'est là que les voisins vont vraiment comprendre la supercherie. Kate, qui comprend tout de suite qu'elle a été découverte, va sauter dans un train et prendre la poudre d'escampette. La police est immédiatement prévenue et va découvrir en fouillant la maison des traces de sang, des doigts carbonisés dans le fourneau, ainsi qu'une cuve à lessive engorgée de graisse humaine. Les détectives de Scotland Yard se mettent sur l'affaire et vont très vite remonter la trace de Kate Webster qui était partie se réfugier dans son Irlande natale chez un oncle qui vivait dans le petit village de Killann et il l'interpelle le 29 mars 1879. Lorsqu'il a appris de quoi elle était accusée, l'oncle a complètement refusé de prendre en charge le fils de Kate qui a malheureusement du coup été placé dans une maison de correction en attendant de pouvoir trouver une place dans un pensionnat. Donc c'est vraiment triste parce que c'est une espèce de victime collatérale de toute cette affaire. Le procès de Kate Webster a fait grand bruit en Angleterre, ça a été un véritable feuilleton médiatique qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Webster a plaidé non coupable et pendant tout le long du procès, elle va nier tous les faits qui lui ont été reprochés et elle va tenter un peu toutes les stratégies possibles pour essayer de s'en sortir. Notamment, elle va accuser John Church, donc l'homme qu'elle avait engagé pour vider la maison. Elle va également accuser Henry Porter, son ancien ami et voisin. Mais heureusement, ces deux hommes-là avaient de bons alibis, donc ils n'ont pas du tout pu être incriminés. Elle va également essayer de rejeter la faute sur son compagnon, le fameux Strong dont je vous ai parlé. Et son avocat avait misé toute sa défense sur l'espoir d'attendrir le jury en mettant en avant tout l'amour qu'il y avait entre la mère et le fils et que comme quoi c'était vraiment une femme bien qui n'aurait jamais pu faire de mal à qui que ce soit. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'au bout de 6 jours de procès, Kate Webster a été reconnue coupable, bien qu'on ne sache toujours pas vraiment ce qui était arrivé à Julia Thomas. Un des témoignages importants dans ce procès et qui a certainement bien fait pencher la bascule parce qu'il a fait comprendre au jury que le meurtre était potentiellement prémédité, c'est celui d'une femme de ménage qui dit que une semaine avant le meurtre, Kate lui avait confié qu'elle avait hérité d'une maison d'une grand-tante et qu'elle avait reçu plein de bijoux et de vêtements qu'elle allait revendre pour avoir de l'argent. Il y a une autre chose qui a pu contribuer à la condamnation de Kate et je vous en parle parce que vous allez voir que ça nous semble complètement improbable qu'on ait pu utiliser ce genre d'argument en procès, mais pourtant à l'époque c'était vraiment le cas. C'est ce qu'on appelle la physiognomonie, qui est en gros l'étude scientifique des traits physiques. C'est une discipline qui a été développée au 19e siècle par un médecin et criminologue qui s'appelle César Lombroso. Et si jamais vous avez fait des études de criminologie ou que vous comptez en faire, sachez que c'est vraiment un nom qui va forcément résonner parce qu'on en parle beaucoup. Sa théorie à lui, c'est qu'on est criminel, naît du verbe naître, et que cet art-là s'exprime par des attributs physiques. Là, je vais me permettre une petite parenthèse où je vais vraiment exprimer que mon avis, mais pour moi, Lombroso était vraiment quelqu'un d'absolument détestable. Il avait des idées racistes, misogynes, il a également contribué à donner plein de mauvaises images pour tout un tas de personnes, notamment pour les personnes tatouées, et vraiment c'est quelqu'un que je ne porte pas du tout dans mon cœur. Bref, lui ce qu'il faisait c'est qu'il analysait les traits des gens, notamment la forme de leur visage, leur carrure, et que dès qu'une personne avait des traits qui étaient considérés comme un peu trop grossiers, qui étaient trop prononcés, trop simiesques, eh bien il pensait que ça signifiait que cette personne-là était nécessairement un criminel. Et donc je vous disais que ça a probablement influencé le jury au moment du procès de Kate Webster parce qu'on avait vraiment souligné son apparence peu féminine, rappelez-vous la description que je vous en ai fait au tout début. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, elle avait des traits assez durs, assez marqués, enfin voilà, elle n'était pas forcément très jolie, et ça a vraiment participé à sa condamnation. Bien évidemment, dans ce cas-ci, ça ne signifie pas qu'elle n'était pas coupable, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est juste que c'est hyper intéressant de voir qu'à l'époque, ça semblait normal de condamner une personne, de penser qu'elle était coupable, juste parce qu'elle avait une tête de coupable ou une tête de méchant. Bien évidemment, ces théories-là ont été totalement mises de côté à partir du début du XXe siècle et on les utilise plus du tout aujourd'hui, mais n'empêche que je pense qu'elles ont fortement marqué les esprits et que encore aujourd'hui, on a certains stéréotypes, certains préjugés qui découlent de là. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en ce moment je m'intéresse particulièrement au profil des femmes criminelles. Du coup je suis un petit peu obligée de souligner le fait que la condition même de femme de Kate Webster lui a également porté préjudice au moment de son procès parce que en fait à ce moment-là, on l'a encore aujourd'hui, faut être très honnête, mais vraiment à l'époque encore plus, on se représentait une femme comme forcément très vulnérable et très sensible et on pensait qu'elle était nécessairement, elle devait forcément pleurer beaucoup pendant son procès.
Or, Kate Webster avait plutôt le profil d'une femme très forte qui n'a pas du tout craqué, qui n'a pas cédé pendant son procès. Elle a pleuré qu'une seule fois au moment où on a parlé de son fils, mais c'est tout. Et du coup, ça a vraiment contribué à vraiment renforcer son image très négative auprès du public qui s'est dit que c'était pas vraiment une femme en fait, que c'était plutôt un genre de monstre. De plus, elle a aussi été en partie jugée pour ses mœurs sexuelles, puisque comme je vous l'ai dit, elle a eu un fils d'un père inconnu. Et ça ne lui a clairement pas du tout apporté la sympathie du jury ni de l'opinion publique. Et ça a encore plus noirci le tableau, et ça a encore plus fait que c'était absolument certain qu'elle serait reconnue coupable. Et puis je ne parlerai même pas du fait que ses origines étaient irlandaises et que pour les Anglais, les Irlandais c'était l'ennemi. Lorsque le verdict a été annoncé donc de la culpabilité de Kate Webster et avant que le juge ait eu le temps de prononcer la sentence, il y a eu un énième rebondissement dans l'affaire puisque Kate a annoncé devant tout le monde qu'elle était enceinte et c'était probablement une stratégie pour essayer d'éviter la condamnation à mort. Elle fut immédiatement emmenée dans une pièce à part où elle a été examinée par un médecin obstétricien pour qui elle n'était pas porteuse d'un enfant, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle n'était pas enceinte. C'est un point qui est assez peu clair, alors je suis vraiment désolée parce que mes sources étaient en anglais et je pense que j'atteins vraiment mes limites de la compréhension des subtilités en anglais. Je pense que potentiellement ça veut dire que peut-être elle était réellement enceinte de quelques semaines, mais que le médecin considérait que c'était pas un fœtus viable parce que pas encore vivant. J'ai pas du tout envie qu'on commence à entrer dans un débat sur l'avortement, sur à quel stade le fœtus est vivant ou pas, mais je crois avoir compris que c'est ça. Enfin bref, donc en tout cas ils ont pas vraiment pu établir qu'elle était enceinte, enfin en tout cas pas qu'elle portait un bébé. Et du coup cette expertise là étant faite, elle a bien été condamnée à mort par pendaison. Kate, qui niait toujours son implication dans le meurtre de Julia Thomas, a fini par avouer son crime la veille de son exécution. Voilà ce qu'elle a expliqué. Le 2 mars, Julia Thomas se préparait pour aller à l'église pour assister à la messe. Elle attendait que Kate rentre du pub où elle était allée boire des coups pour qu'elle vienne l'aider à se préparer et comme cette dernière est arrivée très en retard et je pense potentiellement saoule, Julia Thomas était vraiment très énervée. Elle est quand même partie à l'église mais quand elle est revenue il y a eu une grosse dispute qui a éclaté entre les deux. Prise d'un accès de rage, Kate aurait poussé sa patronne dans les escaliers qui seraient tombés lourdement d'un étage. Elle a fait une lourde chute et je suis devenue agitée par ce qui s'était passé. J'ai perdu tout contrôle de moi-même et pour l'empêcher de crier et de m'attirer des ennuis, je l'ai attrapée à la gorge et dans la lutte elle a été étranglée. Puis je l'ai jetée par terre. J'ai décidé de supprimer le corps du mieux que je pouvais. J'ai coupé la tête du corps avec l'aide d'un rasoir que j'ai ensuite utilisé afin de couper à travers la chair. J'ai également utilisé la scie à viande et le couteau à découper pour couper le corps. J'ai préparé la cuve avec de l'eau pour faire bouillir le corps afin d'éviter qu'elle puisse être identifiée. Dès que j'ai réussi à couper le corps, je l'ai placé dans la cuve et l'ai fait bouillir. J'ai ouvert l'estomac et le couteau et j'ai brûlé autant de parties que je pouvais. Voilà donc comment Kate Webster raconte ce qui est réellement arrivé à Julia Thomas et elle précise ça en disant que la vue de cette scène était absolument horrible et l'odeur également. Ensuite, pendant les jours qui ont suivi, Kate a continué à faire comme si de rien n'était, à nettoyer la maison afin de pas trop alerter l'attention des voisins. Elle se serait débarrassée tant bien que mal des diverses parties du corps de Julia Thomas, notamment en jetant dans la Tamise, mais elle ne révèle pas aux enquêteurs ce qu'elle a fait de la tête de son ancienne patronne, qui ne savent toujours pas où est-ce qu'elle est et qui ne l'ont toujours pas retrouvée. Alors il a été prétendu que Kate Webster aurait fait cuire la chair de sa victime pour en extraire la graisse qu'elle aurait tenté de vendre comme du suif dans les pubs alentours. On dit également qu'elle aurait cuisiné la viande et qu'elle l'aurait donnée à manger aux 2 enfants dont elle avait la charge. Ces allégations ne reposent sur aucune preuve concrète honnêtement et elles sont plutôt de l'ordre de la légende urbaine, mais elles ont quand même valu à Kate Webster le surnom de The Dripping Killer, c'est-à-dire la tueuse au suif. Webster fut finalement pendue le 29 juillet 1879 à 9h du matin et elle fut enterrée dans une tombe sans nom dans la cour de la prison de Wandsworth. Après l'exécution, divers objets en rapport avec le meurtre ont été vendus, ça c'est ce qu'on appelle des murderabilia. Il y a par exemple eu le fameux couteau qu'a utilisé Kate pour découper sa victime ou encore la cuve où Madame Thomas a été bouillie. La maison, elle est restée inoccupée pendant pas mal d'années puisque personne ne voulait aller habiter dedans et bien plus tard on a dit que c'était une maison hantée, de même que la tombe de Julia Thomas où certains témoins auraient vu une espèce de bonne sœur fantôme. Mais ces lieux-là ont été inspectés par plusieurs spécialistes du surnaturel qui n'y ont détecté absolument aucune activité paranormale.
En 2010, David Attenborough, qui est un naturaliste, un écrivain et un réalisateur de magnifiques documentaires, vient d'acheter un petit pub à Richmond qui s'appelle The Hole in the Wall, ce qui signifie le trou dans le mur, et qu'il entreprend de rénover parce que ce dernier tombait totalement en ruine. En creusant le sol, ses ouvriers découvrent un objet circulaire sombre qui s'avère être un crâne de femme. Après beaucoup d'analyses qui permettent de le dater de l'époque victorienne, de voir qu'il y a eu une fracture qui indique un gros coup à la tête et que le crâne a été bouilli, les experts ont conclu qu'il s'agissait bien du crâne de Miss Julia Thomas. Et c'est grâce à cette découverte, près de 131 ans après le meurtre, qu'on put enfin résoudre entièrement le fameux mystère de Barnes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me le signifier avec un petit pouce en l'air ou par commentaire, et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore le cas en activant la cloche des notifications. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3,